des failles, des vulnérabilités, notamment dans ce type d'outil, c'est absolument pas nouveau. Qu'est-ce qui change en fait par rapport à d'autres? Parce que si je reprends il y a quelques années des failles autour de la commande sudo, pour les experts en pingouin, ils connaissent très très bien. Il y a eu des failles qui ont été laissées ouvertes durant plus de 10 ans. On n'a pas eu un tel déferlement. Là, on découvre effectivement successivement un certain nombre de failles dans la lib Log4j, donc incubé par Apache. Pourquoi effectivement aujourd'hui on a un tel débat? Alors, je pense que déjà, pour différencier la vulnérabilité actuelle et la définir un peu, il faut préciser que Log4j est une vulnérabilité qui s'applique sur une librairie Java qui effectivement est utilisée pour Apache, le serveur web, mais c'est pas le seul framework qui est touché. Donc toutes les plateformes qui vont utiliser du Java et qui vont utiliser cette librairie, et il y en a énormément, vont être touchés. Donc, à la différence de d'autres vulnérabilités applicatives, et il y a tout le temps, vous avez raison François, je ne sais pas si on peut se tutoyer, c'est toujours oui, tout à fait, oui. Donc, vous avez raison, des vulnérabilités, il y en a toujours. Là, en l'occurrence, celle-ci, et c'est ça qui est amusant à souligner, c'est qu'elle touche des plateformes vraiment nombreuses. Je crois qu'il y a 1800 répertoriés, 1800 applications répertoriées. Alors, ça va du serveur web au par exemple, serveur Splunk, au serveur Minecraft. J'ai parlé de Splunk, là, donc c'était un outil de sécurité pour faire de la corrélation de logs, par exemple. Donc, imagine-toi qu'en gros, quelqu'un de mal intentionné est déjà dans ton réseau, par exemple, il pourrait s'attaquer à la partie SIEM et SOC, c'est-à-dire un peu le système nerveux de ton système d'incident response, et casser des choses ou effacer ses traces, ou l'impact peut être dramatique. Donc je pense que déjà la première chose à faire dans cette analyse, c'est de rappeler que il n'y a pas que Apache qui est vulnérable. Oui, tout à fait. Le fait que ce soit une vulnérabilité dans une librairie via Java fait qu'il y a de nombreuses applications. Ensuite, ce qui rend cette vulnérabilité aussi critique, c'est qu'elle est triviale à exploiter. Ça veut dire qu'elle demande aucune réelle complexité ou niveau de connaissance pour l'exploiter, au sens où il suffit d'une requête, de positionner une requête dans une requête web, par exemple, en changeant le user agent. Il suffit d'une requête avec une chaîne de caractères pour réorienter la librairie, pour que cette librairie aille chercher une pièce malicieuse ou un payload malicieux ou une partie du payload malicieux. Donc, en fait, c'est ce qui peut aussi expliquer sa dangerosité au bout du compte. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, déjà, si on veut cibler le débat, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce que la criticité aujourd'hui, elle est évaluée à 10. C'est qu'elle touche un grand nombre de plateformes, qu'elle est triviale à exploiter. Et là, on peut se poser la question, qui est une question qui est plus de fond, sur comment se fait-il qu'on ait une librairie comme ça qui existe dans nos systèmes, qui soit vulnérable à un truc aussi bête que l'insertion d'une chaîne qui arrive à permettre le téléchargement de quelque chose de malicieux. Et ça, il faut revenir un petit peu à comment dirais-je, pourquoi est-ce que cette librairie est partout. Alors je suis pas développeur, mais ce que j'ai compris de la situation, c'est qu'en gros, il y a une librairie qui est native chez Java, mais qu'elle n'est pas efficace. Et cette librairie qui s'appelle javautil.logging, là, elle est finalement donc pas utilisée. Elle a été remplacée dans chacun des systèmes par cette librairie Log4j. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des produits qui sont assez massifs, variés, etc., qui reposent sur un truc open source que 2 personnes de développeurs ont développé comme ça sur leur temps libre pour faciliter leur travail, et qu'on se retrouve avec
tout à l'heure, j'ai parlé de 8000, mais c'est peut-être 800 000 projets apparemment ceux qui utilisent. Alors, quand on regarde sur GitHub, je crois qu'on a la liste des applications. Donc, je pense que c'est important aussi de rappeler que finalement, l'origine de la vulnérabilité, elle est là. C'est que en fait, on a une librairie open source qui est utilisée partout, qui est exploitable facilement et que facilement on peut tester si ça fonctionne. C'est un zero day, ça veut dire que des gens l'exploitent depuis un certain temps. Et aujourd'hui, c'est plus un zero day puisque on sait qu'on est vulnérable et que maintenant on essaie de patcher cet élément-là. Je pense qu'on l'a pas découvert avant aussi parce que, je pense que c'est comme tout, hein, et justement ça amène un débat dont je parlais initialement, que j'ai pas réussi à amener. C'est que finalement ça nous rappelle les attaques de type Nation State Actor, des types APT qui ont eu lieu sur SolarWinds précédemment. Et pourquoi ça nous les rappelle? Parce que finalement, dans ces précédentes attaques SolarWinds, on avait une exploitation de la confiance qui était établie avec un partenaire. Et là, en l'occurrence, on se retrouve pareil avec l'exploitation de cette confiance sur. Alors, c'est un petit peu. Je ne sais pas si ça serait impropre d'appeler ça une supply chain attack, parce que en fait, ça reste quand même une DLL, donc c'est un peu plus orienté. Je veux dire, le sujet est porté sur la partie développement. Est-ce que on peut considérer que les pièces de développement, les librairies qu'on utilise, c'est de la supply chain? Je pense que oui. Donc, on se retrouve finalement dans un mécanisme assez similaire où on fait confiance à un tiers, parce que quand on utilise des applications, on leur fait confiance. Et malheureusement, dans certains cas de figure, ces applications utilisent des librairies qui peuvent être elles-mêmes vulnérables. Et on continuera et on continue toujours à en découvrir. Donc, là où François, tu as raison de dire, on en trouvera toujours. Le problème, c'est que, ok, on en trouvera toujours. Là, la trivialité de l'exploitation de la vulnérabilité rend la chose très dangereuse. Donc, je pense pas qu'on en fasse trop. Et je pense que justement, vis-à-vis de ce qu'on a dit sur la partie supply chain, ça amène à, à repenser un petit peu notre façon de concevoir les architectures. Ça remet en fait sur le devant de la scène cette idée du zero trust, qui est un petit peu choquante sur le principe de dire je fais confiance à personne, parce que ça c'est impossible. Et c'est là où, entre guillemets, il faut avoir l'intelligence de comprendre ce qu'il y a derrière le principe. C'est dans la mesure du possible, essayer de ne jamais faire confiance par défaut, mais de toujours vérifier. Donc, essayer de mettre en place de plus en plus, parce que c'est une stratégie, c'est pas un produit, le Zero Trust. Donc, c'est une stratégie. Donc, de plus en plus promouvoir les outils, les stratégies, les architectures qui vont vérifier qui a le droit de parler à qui, donc l'identité de la personne et l'autorisation de la personne avant de donner accès. Donc, je pense que c'est ça je pense que c'est ce qu'on a échangé avec Symbiose, et ce qui peut être intéressant, c'est d'amener cet autre regard sur la vulnérabilité pour dire, cette vulnérabilité, elle est impactante pour toutes les organisations. Les professionnels parlent d'une des plus impactantes, une vulnérabilité les plus impactantes de cette décennie. Du fait du nombre d'applications touchées, du fait de la trivialité de l'exploitation. Et ça remet sur le devant de la scène, encore une fois, ce principe du zero trust qui est parfois décrié parce que c'est un principe et il n'y a pas une roadmap très claire de comment le déployer, etc. Mais qui le remet encore en avant sur le fait de ne pas faire forcément confiance ou de limiter au maximum les droits à ce qu'on appelle le least privilege, ou le principe du moindre privilège. Quoi. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui est intéressant de le. Alors, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que une partie des environnements applicatifs, des développements qu'on faisait avec un Log4j n'étaient pas impactés si on avait, en tout cas moins impactés si on avait installé la version 2.15. Parce qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. Là, aujourd'hui, on est maintenant à la 2.17.
la 2.16 est sortie entre-temps, donc là, qui corrige effectivement les différentes failles qui ont été retrouvées après coup. Mais ça montre aussi, un point intéressant, c'est que si on n'a pas une politique de versionning, mais de patching, ça pose aussi problème. C'est que si effectivement à un moment donné, la Fondation Apache, donc qui incube, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le projet, si effectivement on n'était pas en dernière version, donc potentiellement effectivement on avait cette faille, mais ça montre aussi que si on n'a pas une politique de patching, mais de versionning au point, on va utiliser effectivement un certain nombre de choses en prod qui sont pas patchés, donc qui sont pas à jour, donc avec des failles potentielles. Oui. Et ça, c'est pas acceptable. J'en discutais encore là il y a quelques jours lors de notre conférence là au campus de l'Effray Paris. On discutait notamment des serveurs PHP 5.x qui sont plus supportés maintenant depuis plusieurs mois. Ils sont toujours, il y a plus de 20% de serveurs PHP en production qui ne sont plus supportés ni patchés. Alors, là, on peut faire le même parallèle effectivement avec Log4j et d'autres. Ça, c'est quand même pas admissible. Oui, alors ça, oui, c'est pas admissible, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre dans une, comment dirais-je, dans de grosses organisations, c'est qu'il est très difficile. Ce que tu résumes là, et que tu dis, il faut quand même avoir ce mécanisme de patching qui fonctionne quand même. C'est la moindre des choses. Et en fait, si sur le papier, ça, c'est effectivement comme ça qu'on pense. Dans la réalité, en fait, la problématique, c'est que c'est une tannée à patcher ces machines. C'est-à-dire que la problématique, c'est que, comment dirais-je, et c'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont nées pour résoudre ce type de problème, comme les microservices. Mais patcher une machine, changer une DLL, c'est comprendre comment cette DLL est utilisée par l'intégralité des process, de l'application, etc. Et donc, ça nécessite des tests. Et en fait, finalement, ça c'est la gestion de ce qu'on appelle la legacy, de comment faire en sorte que son parc soit toujours à jour, etc. Et je veux mettre aussi en lumière le fait que parfois, c'est la mise à jour elle-même, quand dans le cas de SolarWinds, qui comporte la pièce, le trojan. Donc c'est même pas toujours la solution, quoi. Quand il y a une réelle attaque de supply chain où le fournisseur de la solution est bréché, même l'update est compromise. Donc là, on a vraiment un problème. Donc je veux rappeler aussi que voilà, le problème de gérer le legacy est un réel souci. En fait, quand on dit que c'est pas acceptable, il faut comprendre la réalité opérationnelle derrière. C'est pas toujours pas possible. Si vous demandez à n'importe quel CISO ce qu'il voudrait faire et ce qu'il est autorisé à faire, il y a une énorme delta. Et les raisons pour lesquelles il y a ce delta, c'est que opérationnellement, il n'est pas autorisé à couper un service pour le mettre à jour. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc il y a ça à prendre en compte sur le fait. Je suis d'accord avec ça, mais quand même. Avoir effectivement en production des librairies ou même des serveurs de production de type PHP ou Drupal ou ce qu'on veut, ou même une première version de Java qui n'est plus supportée, qui n'a plus de patch de mise à jour, qui n'a plus de fixe de sécurité. Oui, je comprends ce que tu dis là parce qu'il y a des problèmes de validation et de process, etc. Ça, c'est quelque chose que je vois depuis que je fais de l'IT, donc maintenant depuis plus de 35 ans. Mais d'un autre côté, qu'on vienne pas non plus se plaindre après coup en disant je comprends pas, mon système tombe à cause d'une faille. Sauf que la faille, je l'ai introduite aussi de facto parce que j'ai pas mis à jour mes piles. Ça rappelle qu'en fait, effectivement, comment réduire ça, en fait? T'as raison. Alors, comment on réduit ça? Donc, déjà,
je pense que ce que tu mets en lumière là, c'est la partie hygiène de sécurité. C'est-à-dire, l'hygiène de sécurité, ça veut dire s'intéresser à ses backups, s'intéresser à son plan d'incident, s'intéresser à la security awareness, mais des choses qui sont comment dirais-je classiques et de l'ordre de l'hygiène de sécurité. Mettre à jour ses machines, soigner ses mots de passe, avoir une politique, des choses qui sont malgré tout. En fait, ce qu'on se rend compte aussi dans notre domaine, dans la sécurité, c'est que ces choses qui sont la base, elles sont pas toujours là. Cette hygiène de sécurité là, qui paraît triviale à l'extérieur, est quand même difficile à mettre en place. Elle est pas très sexy. Alors, on préfère peut-être s'intéresser davantage à l'intelligence artificielle, qui sont vraiment des solutions nouvelles, intéressantes, etc. Je ne les critique pas, mais pour autant, de temps en temps, on saute du coq à l'âne et on n'a pas établi la base des applications autorisées, la base des assets, les inventaires, etc. Et puis on fait autre chose. Donc oui, effectivement, ça remet peut-être un peu le débat sur l'hygiène de sécurité. Malgré tout, moi je pense que c'est comme dans toutes ces solutions où finalement tu vas investir beaucoup en patch management, en solutions de vulnerability management, en testing, en plateforme de bench pré-prod, prod, etc. Mais en fait, et finalement, tu passes ton temps à essayer d'optimiser quelque chose qui marche pas et qui finalement, potentiellement, n'aurait peut-être pas dû avoir raison d'être. C'est cette expression-là que j'ai entendue récemment, là où on voit, un ingénieur qui passe son temps à essayer d'optimiser quelque chose qui finalement ne devrait pas exister. Et en l'occurrence, on parle de quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire que on se demande comment, depuis des années, comment résoudre des problématiques de vulnérabilité applicative par du réseau. Déjà, on a un problème. Oui. Tu vois, déjà, on a un problème. Alors donc, on met du WAF devant du firewall web applicatif devant les interfaces. On se dit, tiens, le web est vulnérable. Je lui mets un firewall qui va filtrer tout ce qui il est autorisé à traiter ce web server là. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut que le WAF il sache exactement ce qu'il doit laisser passer. Donc, il faut qu'il y ait une compréhension. Mais si tu veux, on essaye de résoudre un truc. Pourquoi est-ce que l'application est bréchée en elle-même ou est vulnérable? Donc, je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et encore une fois, ça amène au lieu de faire ces changements incrémentaux où on essaye d'investir encore sur de l'argent sur des technologies qui peinent à résoudre et qui même ne résolvent pas le problème. Finalement, il faut se poser la question sur principalement. Alors, on peut pas, in fine, pourquoi ces applications elles sont vulnérables encore? Ça pose cette question. Ces applications, elles sont vulnérables parce qu'en fait, on demande aux applications d'être produites de plus en plus rapidement. Elles utilisent des librairies et des dépendances qui sont nombreuses et qu'il est difficile de vérifier. Donc, finalement, est-ce que cette partie applicative, on va pouvoir la résoudre? Je sais pas. On peut aider, tu sais, avec ces mécanismes de CI/CD, de continuous evaluation de la sécurité, là, c'est tout ce qui tourne. Continuous développement des Ops. Voilà. Donc on peut intégrer. Voilà, on peut intégrer des mécanismes qui vont aider à ce que dans la création du software, il y ait moins de vulnérabilité, ça c'est sûr. Mais je pense que vis-à-vis de nous en tant que practitionnaires de la sécurité, je sais pas comment dire en français, mais il faut se reposer la question sur pourquoi est-ce qu'on veut essayer. Est-ce que c'est pas un peu un paradoxe ou est-ce que c'est pas peine perdue d'essayer de mettre du réseau pour protéger une couche applicative? Et du coup, on peut se poser la question, et ça revient encore sur cette idée du zero trust, décidément, mais de se dire, pourquoi ne pas plutôt limiter notre surface d'attaque, quoi, initialement, c'est-à-dire de se dire, ces applications qu'on utilise et qui sont disponibles à tous. Est-ce qu'elles sont à vocation interne, par exemple? Et c'est souvent le cas, des applications qui sont destination interne, qui sont ouvertes à tous, parce qu'elles doivent être accessibles depuis partout. Et ça pose un gros problème, parce que effectivement, si elles sont accessibles à tous, je peux les scanner. Et ce qui a changé aussi récemment, c'est que si par le passé, il fallait 2 à 3 jours pour scanner le net sur une vulnérabilité, aujourd'hui, il faut quelques heures, parce que les technologies ont changé, etc. Donc, il faut quelques heures. Donc, c'est aussi ce qui fait que dès que tu as une vulnérabilité de ce type,
eh ben, dès qu'elle est publiée, dès qu'on commence à en parler, mais tout le monde se jette dessus. Enfin, et ça devient réellement cette course entre les attaquants et les défenseurs pour essayer de trouver une solution. Les uns pour exploiter, les autres pour. Et c'est aussi ce débat, tu sais, de comment dirais-je, avoir cette comment ça s'appelle, pas de bug bounty, mais c'est cette façon de comment dirais-je, de dévoiler une faille de façon éthique pour permettre à l'organisation en question de mettre en place le patch nécessaire. Oui, et puis pour... tout à fait. Ouais. Donc, mais je pense que là où on devrait insister, c'est de se dire, est-ce que ça ne devrait pas nous faire penser à comment réduire la surface d'attaque au maximum avant, puisque ça résoudrait peut-être, je sais pas moi, 80% du problème, ou ça le diminuerait en tout cas. Donc, rendre les applications invisibles à ceux qui devraient pas avoir l'accès, je pense que ça c'est un point important. Et après, ça pose la question de comment se fait-il que lorsque on trouve une vulnérabilité dans une application, des gens qui sont capables d'exploiter cette vulnérabilité soient capables de rebondir depuis cette application sur tout le réseau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lateral movement, tu sais, le mouvement latéral. Et donc ça, c'est un autre débat qui consiste à dire, il faudrait faire de la segmentation. Alors, on sait que la segmentation réseau, elle est dure à réaliser. Dans les entreprises, finalement, on n'y arrive pas. Moi, j'ai géré dans un environnement bancaire des centaines de firewalls qui avaient chacun des milliers et des milliers de règles. À un moment donné, c'est compliqué d'arriver à dire et de définir. Oui, tout à fait. Donc, après, effectivement, ça c'est vrai que tu as tout à fait raison, c'est que une des définitions même de la sécurité informatique et de la sécurité en général, c'est réduire à la surface, parce que plus effectivement on réduit à la surface, et plus effectivement on est capable de prévenir les attaques. Donc, et c'est vrai que c'est le principe de la sécurité. Si effectivement ma surface est très grande, potentiellement le risque est beaucoup plus grand. Si je la réduis, potentiellement mon risque est plus grand, évidemment. Donc en fait, c'est là où finalement le principe du zéro trust prend un sens très pragmatique, qui est de dire le zéro trust, ok, c'est ne croire personne, d'accord, ça c'est ok. Mais finalement, si on veut pragmatiquement dériver du always verify, etc., ça vient juste après de dire voilà, si tu diminues ta surface d'attaque, tu rends tes applications invisibles, elles seront plus attaquées. Ça résout pas le problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui est chez lui, un employé qui est chez lui, qui veut tester le Log4j sur son entreprise, s'il a accès à ce serveur, il va pouvoir le faire. Donc, ça nécessite que les organisations continuent à faire leur règles d'hygiène. Mais ça limite grandement, parce que t'as quand même pas que des hackers dans ta boîte. Non. Sinon, après, c'est dommage. Après, là, ce que tu viens évoquer, ce qu'on a évoqué là, c'est un des principes même du Secure by Design. Donc, comment, en fait, on réduit les surfaces de vulnérabilité potentielles par le code, en fait. Et c'est le boulot, en fait, du développeur à ce niveau-là. Je voulais aussi rebondir sur un point très, très intéressant. C'est effectivement la multitude de dépendances Y et Z, de multicouches qui sont de plus en plus nombreuses. Et c'est vrai que Log4j, en fait, c'est la pointe de l'iceberg parce que ça prouve qu'en multipliant toutes ces librairies tierces, en fait, on introduit potentiellement un problème de sécurité. Et Log4j nous prouve que plus on a des environnements complexes, plus on introduit de dépendances et plus on a des risques de trouver ce qu'on va trouver un Log4j. Oui, tout à fait. Après, je pense pas qu'on ait de solution simple à la complexité des applications, au sens où les applications, elles seront toujours plus complexes parce qu'on a toujours besoin de plus de choses, de fonctionnalités. Et évidemment, lorsque avant, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du téléphone, ça porte la voix et puis c'est tout, on peut pas faire grand chose avec ça. Bon, mais depuis l'internet, on peut faire plein de trucs. Donc, je pense que c'est une course perdue, ou en tout cas de se dire, on va limiter les dépendances des applications, on va les rendre moins complexes, etc.
Par contre, il y a des solutions, comment dirais-je, logicielles comme les microservices, etc., qui peuvent permettre une agilité. Mais encore une fois, là, on est dans le DevOps. On quitte un peu la partie sécurité et c'est pas une critique. Hein, je pense qu'il y a pas mal de pistes qui sont très intéressantes dans la partie DevOps. Pour autant, moi, ce que je comprends aussi en termes de sécurité, c'est que et c'est là où, bon, sans vouloir vraiment faire la promotion de Zscaler, avoir une entité, une plateforme qui va ingérer toutes les transactions et les filtrer, ça prend du sens dans un monde qui est de plus en plus étendu, où finalement la définition de ce qui est interne, de ce qui est externe n'existe plus. Les utilisateurs sont plus souvent chez eux, surtout en ce moment, qu'au bureau, et les applications sont dans le cloud plus que dans les data centers. Donc avoir un overlay réseau qui va recevoir l'intégralité, qui va transmettre l'intégralité des requêtes dans un sens ou dans un autre, entre les utilisateurs, les applications, mais même les workloads aussi, hein, les workloads quand ils vont, c'est-à-dire ces applications qui sont dans le cloud quand ils vont se connecter à Internet, ou les workloads quand ils devront discuter entre eux sur un cloud qui peut être hybride, avoir cet overlay réseau qui va faire ce filtrage, je veux dire, c'est une idée d'avenir parce que effectivement, on peut plus penser que finalement un outil réseau à un endroit donné, contraindre le trafic à passer par cet endroit, est une solution viable parce que finalement, on a des SI qui sont éclatés maintenant. Donc, si on n'a pas une solution, et c'est là où je retourne un petit peu sur mon argumentaire précédent qui disait on peut pas mettre une solution réseau pour protéger des vulnérabilités applicatives. Finalement, je vais un peu mitiger ce principe en disant que pour protéger ces vulnérabilités applicatives qui sont majoritairement dans le cloud maintenant, il faut une solution du cloud. Parce que sinon, en fait, ça contraindrait l'utilisateur à passer par des contrôles qui seraient à un endroit donné. Donc, ça veut dire que tu as de la congestion de trafic, etc. Le Zero Trust, il vient beaucoup challenger l'idée des VPN, où en fait, ton PC qui est chez toi, par exemple, quand tu te connectes simultanément à Internet, par exemple, et aux applications internes, ce qui est très dangereux parce qu'en fait, tu te fais compromettre ton PC, tu le véhicules la compromission dans ton organisation, et puis il y a ces risques de lateral movement pour cet élément-là. Donc, quand on parle de Zero Trust, quand on parle de vulnérabilité applicative, elles peuvent être exploitées de plein de façons différentes. Et les risques de VPN, les risques liés aux mouvements latéraux des VPN en sont un. Donc, finalement, ça met aussi en lumière le fait que notre SI, il est éclaté maintenant. Les frontières qui existaient et la sécurité qu'on appelait périphérique ou périmétrique, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et du coup, il faut inventer quelque chose. Et c'est pour ça que il y a des critiques qui sont portées au Zero Trust en disant ouais, mais c'est un concept, c'est pas comment je fais, c'est pas pragmatique. Mais en fait, on est dans cette période où on a de nouvelles menaces, toujours plus sophistiquées, avec le crime organisé qui s'organise en ransomware de service. On le voit ces derniers temps. Et par ailleurs, des organisations qu'on peine à changer leur modèle de sécurité. Donc, je pense que ça amène encore plus d'eau au moulin du Zero Trust parce que ouais, c'est aujourd'hui une des rares seules solutions qui tient en termes d'idées, quoi. Et quand on voit des providers de solutions, des fournisseurs de solutions de sécurité qui disent notre WAF bloque Log4j, c'est un peu limitatif parce qu'en fait ils ne prennent que la partie web de la chose et on est encore dans cette dimension. On va mettre du réseau pour bloquer une application, pour bloquer une vulnérabilité applicative. Ça veut dire que en fait tu dois protéger chacune de tes applications par un WAF.
Donc, comment tu fais? Quand tu as je sais pas moi, n'importe quel serveur qui utilise la librairie en question, tu vas lui mettre derrière un WAF. Enfin, c'est pas viable, quoi. Donc ça vraiment, ça pose une question de repenser son modèle de sécurité, prendre peut-être des risques par rapport à ce modèle et tester et le tester, quoi. Mais comme dans la situation, comment dirais-je, comme pour la pandémie, quoi. Hein, ça nous impose, comme n'importe quelle crise, et ça nous des contraintes, mais ça nous pousse à saisir aussi de nouvelles opportunités. Là. Donc,